Il jouait les personnages effrayants dans les maisons hantées, mais finalement, la police l'accuserait d'être devenu le monstre qu'il avait autrefois fait semblant d'être. Brandon est la pire forme du mal, là où il a choisi de poignarder Aaron à mort et de causer une perte et une douleur immense à ceux qu'il avait traités avec amour. Les cicatrices psychologiques causées par la trahison de quelqu'un que nous avons traité comme un fils ou un frère sont irréparables. Nous analysons le cauchemar réel qui enverrait cet acteur de maison hantée derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Donc, il se met un rappel de se doucher dans sa propre douche et non dans celle qu'il a utilisée pour tenter de démembrer le corps de son meilleur ami. Voici Inside the Crime, présenté par Law Crime. Je suis Elisabeth Milner. La victime était un jeune diplômé d'université qui avait toute la vie devant lui. Sa famille dit qu'il se rendait chez sa petite amie lorsqu'il a décidé de s'arrêter chez un ami d'enfance en chemin. Et ce qui s'est passé ensuite allait être bien plus horrible que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Nous sommes le 12 novembre 2022. Nous sommes à Rome, en Géorgie, une ville à moins d'1 heure et demie d'Atlanta. Juste avant 11 heures ce matin-là, un officier du service de police de Rome patrouillait dans le secteur de Heritage Park lorsqu'il a remarqué une Toyota Prius bleue coincée dans l'eau en bas d'un talus. La voiture s'est avérée être du même modèle et de la même marque que celle conduite par un jeune diplômé d'université qui venait tout juste d'être signalé disparu par son père. M devait ensuite aller rendre visite à sa petite amie en Alabama. D'accord. Oui? Veux-tu voir si tu peux le joindre et prendre de ses nouvelles et voir où sa voiture est censée être? Dans l'équipe pour celui de Brandon. Oui, donc il vient juste de trouver la voiture abandonnée là-bas. Oui, en fait, elle est dans un petit fossé, mais on est en train de la sortir. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dedans en ce moment. D'accord, laissez-moi l'appeler et voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est la première fois que j'en entends parler. D'accord. Oui, c'est mon numéro de portable, donc vous pouvez me rappeler à ce numéro quand vous aurez des nouvelles, d'accord? Très bien, on va le faire. D'accord. Quel est le nom de votre fils? Vite! Son prénom est Aaron, A-A-R-O-N. Le nom de famille est Davis. D'accord, très bien. C'est probablement enregistré au nom de son fils. Son fils est censé le conduire. Il est en train de voir avec lui. Ouais, je pense pas qu'il soit là-dedans. Non, je savais pas ça. D'accord, il n'est pas là-bas. Ah. Le nom de son fils, c'est Aaron Davis. Aaron Davis a 21 ans et vient de Cumming, en Géorgie. La Prius bleue serait immatriculée au nom de son père, Clinton Davis. Son père dit à la police qu'Aaron est censé aller en Alabama pour voir sa petite amie. Et maintenant, Aaron est introuvable. Je pense pas qu'il ait réussi, ça compte. Non, je me demande où il est. Il n'y a rien. Wow, il fait froid là-bas. Il n'y a pas d'accélération, c'est presque comme si ça venait juste. De rouler là-dedans, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est allé tout en haut en position parking ou quelque chose comme ça? Ouais, on dirait qu'elle est toujours allumée. Pourtant, non. Les voyants du tableau de bord sont allumés. Les voyants sont allumés. Ouais, je veux dire ça, ces voyants sont allumés comme si c'était... Mais elle tombe pas vraiment, là. Cette eau n'est pas profonde. Je ne pense pas qu'il soit dedans. Si? Voici ce que nous avons appris du rapport d'enquête. Monsieur Davis a dit que son fils avait rendu visite à un ami qu'il a identifié comme Brandon Reisner la nuit dernière. Et Monsieur Davis a dit que Monsieur Reisner lui avait dit qu'il avait vu Aaron vers 22h00, le 11 novembre 2020, et qu'il n'avait plus vu ni eu de nouvelles de son fils depuis. M. Davis a signalé qu'il avait essayé d'appeler son fils, Aaron Davis, mais qu'il n'avait pas répondu, et que l'appel tombait sur la messagerie vocale. Les enquêteurs ont retracé les derniers déplacements connus d'Aaron, ce qui les a amenés directement chez Brandon. Est-ce que ce serait lui? Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez les gars, torf. Je suis l'officier Gower du service de police de Rome. Nous faisons suivi de toute cette affaire. Je sais que vous avez déjà parlé un peu plus tôt avec l'officier Bethune et aussi avec l'officier Stallings. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Selon le rapport d'enquête, il s'avère que Brandon était déjà sur la berge où ils ont trouvé la voiture d'Aaron. Le rapport indique « Nous avons commencé à fouiller la zone à la recherche d'Aaron Davis, mais nous n'avons pas pu le localiser. Sur les lieux, j'ai pris contact avec un homme qui a ensuite été identifié comme Brandon Reisner. M. Reisner a déclaré qu'il était ami avec Aaron Davis et que ce dernier avait disparu. M. Reisner a également précisé qu'il avait vu Aaron Davis pour la dernière fois à son domicile de la nuit précédente. M. Reisner a dit qu'il se souvient s'être réveillé vers 1h30 du matin et avoir remarqué qu'Aaron Davis n'était plus à la maison. Il est également indiqué « Lors de mon entretien avec M. Reisner, il semblait avoir pleuré récemment et était très ému. À ce stade, plus d'1 heure s'était déjà écoulée. » Et maintenant, Brandon donne un peu plus de détails sur la nuit précédente. Nous avons commencé à boire vers midi hier. Oui, c'était toi et Aaron, n'est-ce pas? Oui, moi et elle. Il y avait quelqu'un d'autre avec vous? Je suis descendu, j'ai fait tomber une bouteille.
Je me suis coupé l'auriculaire et je suis allé dans une clinique de soins urgents ce matin. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et puis, ouais, je l'ai bandé, j'ai pris une douche, je suis allé me coucher. Et personne d'autre n'était là pendant ce temps. Tes parents vivent ici aussi ou tu vis ici tout seul? Oui, ils vivent ici. D'accord. Est-ce qu'ils sont ici en ce moment? Non, mais ils vont revenir, ils seront là, je pense, vers 3 heures environ. D'accord. Ouais, donc ça ne devrait plus tarder. Alors, ça fait combien de temps que toi et Aaron êtes amis? Depuis, on s'est rencontrés quand j'étais en 5e. D'accord. Et puis Nous sommes devenus plus proches, je dirais, vers la première année de lycée. D'accord, donc vous avez eu tes nouvelles pour la dernière fois entre 10h et 12h. Où avez-vous dormi, dans votre chambre? J'ai dormi dans ma chambre. C'est aussi à l'étage? Non, c'est dans le coin tout à droite de la maison. D'accord, je comprends. Et où était-il quand vous l'avez vu? Sous le... D'accord. Dernier étage, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est quoi, une maison à demi-niveau avec une pièce supplémentaire ou quelque chose comme ça à l'étage? Ouais, c'est une maison compliquée. Ouais, j'allais dire que c'est difficile de se faire une idée du plan et tout ça. Est-ce qu'il parlait de ce qui se passe entre lui et sa copine, ou s'il se passait quelque chose entre... Il ne me dit jamais vraiment rien à ce sujet. D'habitude, quand on avait des conversations, c'était à propos de moi. D'accord. Et même si je ne voulais pas que ce soit le cas, ça l'était quand même. Il n'aimait pas parler de lui. Ouais, je suppose. D'accord. Donc tu le connais depuis le CM2? Ça Oui, fait longtemps, on a fait mec. le même parcours. D'accord. Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Performance. Ouais. Je me suis un peu éloigné, ouais. Et il buvait de temps en temps, mais il restait quand même dans l'église. Ouais, donc il ne buvait pas beaucoup à cause de ça. Ouais, donc juste C'est ça. de temps en temps. J'imagine l'intoxication alcoolique. C'est possible, ouais. Tu sais combien tu as bu? On a bu toute la bouteille de vin. Vous l'avez partagé à peu près équitablement? Je dirais que oui. Oui. Oui, et ensuite, on a pris un shot au Guéguéris. D'accord. Qu'est-ce que tu as bu? Du whisky Fireball. Le Fireball. Fireball, d'accord. Et on a bu quelques bières. Combien de bières tu penses qu'il a bu? Genre 2. D'accord. Eh bien, nous essayons toujours de le trouver. Je ne sais pas. Vous savez, il se peut qu'il soit simplement à l'hôtel, en train de dormir pour se remettre de ce qui s'est passé la nuit dernière. Ça veut pas forcément dire qu'il est en danger ou quoi que ce soit, vous voyez? Oui. Est-ce qu'il a un téléphone qu'il utilise? Oui, il en a un. J'ai essayé d'appeler, mais ça tombe directement sur la messagerie. Les agents ont demandé la permission de fouiller la maison et Brandon a dit oui. Mais cette décision va-t-elle le hanter plus tard? Brandon, je sais que je te pose beaucoup de questions. J'ai encore une question. Y a-t-il un endroit dans la maison où tu ne vas pas régulièrement? Le vendeur à coué. D'accord. Et le grenier. Et Je le parle de pot l'étage du supérieur. grenier. Tu peux expliquer là avec l'inspection de la police ici? Ah oui, là-haut, mais à droite. Je ne vais pas souvent là-bas parce que c'est un endroit lugubre et triste. Ça te dérange Ça de me venir ici avec rappelle moi le- pour que tu puisses? Montre-moi juste où je vais et tout ça. Ça rend les choses un peu plus faciles. Parce que je veux pas aller dans un endroit où, tu sais, tes parents traînent. Parce que j'essaye pas d'envahir leur espace, tu vois. Là où tu veux regarder. Donne-moi une seconde. Je vais juste lui demander de marcher avec moi pour m'assurer que je n'aille pas quelque part où il ne va pas. C'est important. D'accord.
Donc voici mes parents. D'accord, donc tu Et n'entres je pas l'avoue, normalement ici. j'ai pris quelques bains ici, parce qu'ils ont la meilleure baignoire. Normalement, ça va normalement dans la chambre principale. J'ai fait la lessive de tous les enfants à l'étage. D'accord, mais bref, C'est mes affaires. qu'est-ce que tu en penses? Il a dit qu'ils n'ont aucune relation sexuelle, mais il n'avait pas l'air si choqué que je pose la question. Donc, je ne sais pas s'il ment ou pas. C'est possible. Je pense que la petite amie a l'air de croire qu'il se passe quelque chose entre eux, mais elle ne l'a pas dit clairement. La mère de sa petite amie a dit qu'il est bisexuel. Et ils ne se sont pas parlé depuis quelques jours. Et il ne parle jamais d'elle quand ils se voient et traînent ensemble. Au début, rien ne semblait normal, jusqu'à ce que les policiers se rendent dans la chambre où Aaron séjournait. Il y a aussi une quantité importante de sang à côté du lit. C'est bien plus que du simple vomi. Jusqu'ici, il y en a. On dirait que c'est là depuis un moment, mais ça a peut-être été jeté dans le sang, je suppose. Ça en a aussi l'air. Regarde, ciao, c'est... C'est bizarre de vomir du sang comme ça. Sans parler du fait que s'il avait eu une intoxication alcoolique, il n'allait pas pu se lever et bouger ce matin. Surtout à 2 ou 3 heures du matin. Ouais. Ouais, sur le côté. Ça colle pas. Encore mouillé. Il verse cette poudre. Oui, j'en ai eu. Si tu en T'en veux, veux ou tu veux vas juste que aller je les ouvre? simplement. Rien. On doit obtenir un mandat pour le gaz de la maison? Je veux juste que tu fasses attention. Oui, on peut certainement faire ça. Je n'ai vu aucune trace de traînement ni rien en bas. Parce que s'il n'est pas très doué pour nettoyer, il aurait aussi laissé des traces. Je ne sais pas si c'est ancien ou pas, mais ça reste juste ici. Je ne l'ai pas fait. Aaron est allé voir Floyd, je crois. Je crois que le central a appelé Redmond, mais je ne sais pas. Ce feu ici aussi. Laisse-moi mettre mes affaires. Je sais pas, j'ai pas regardé là-dedans. Tu veux les faire cuire tout de suite ou quoi? Non. Sors d'ici. Ou on va appeler un enquêteur. Vérifiez le reste des pièces, cherchez la victime, puis retirez-vous. C'est vieux. Ouais, c'est génial. Il y a peut-être quelque chose en bas? Je sais pas. Je peux pas dire d'ici. C'est rouge, mais ça bourgeonne. Ouais, c'est génial. J'en ai dans la voiture, mais je pense pas que ça tire. Les draps sont ici.
Ouais! Il y a du sang dessus. Les agents ont alors remarqué des produits de nettoyage, des draps retirés du lit, des fluides corporels et du sang. Alors que les agents semblent tenir une piste, Brandon passe à l'action qui change tout. Continue à courir, centrale! Qu'est-ce que c'est? En commun avec quoi? Il sert à te trouver sur le dos. Maintenant, il n'y a plus de problème avec ça. Hé, oui, 47, je t'ai perdu. T'as toujours les yeux dessus. La centrale, on l'a perdue. Maison en brique, au coin de la 9e Est et de Collinwood. Où est votre dernière position, 47? Dispatch, dernier secteur où il a été vu. La porte est Collinwood. Voyez si nous avons une équipe cynophile, s'il vous plaît. Brandon est complètement introuvable. Les agents retournent chez lui pour sécuriser la scène des crimes. Alors, où aurait-il pu aller? Peut-être que sa famille le saurait. Un voisin appelle immédiatement les parents de Brandon. D'accord. Il utilise le haut-parleur. Oui, c'est un haut-parleur. Bonjour, monsieur. Je suis le lieutenant Staley de la police de Rome. Bonjour, je suis Andrew Reisner. Oui, monsieur. Je suis le père de Brandon. D'accord. Oui, nous allons probablement devoir parler à Brandon. Savez-vous où il est? Non, je pensais qu'il était encore à la maison. Plus tôt, nous lui avions dit de garder son téléphone allumé, de le garder à portée de main, et de... Vous savez, peut-être de faire un tour dans les endroits où il traîne habituellement et d'essayer de chercher pour Aaron. D'accord. Mais non, il n'y est pas. Brandon ne répond pas au téléphone. On essaie de le joindre. Oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'il a une application comme Live 360 ou Localiser mon téléphone qui pourrait nous permettre d'obtenir sa localisation? Je peux essayer. J'ai déjà localisé son téléphone, mais j'ai utilisé son ordinateur portable dans sa chambre pour le faire. Nous sommes encore à environ 1 heure de route. On arrive. D'accord. Oui, je peux essayer ça. D'accord. Oui, il faut vraiment qu'on lui parle. Et à ce stade, ce serait mieux s'il venait volontairement nous voir et nous parler un peu de ce qui se passe. Oui, bien sûr. Vous lui avez parlé aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, monsieur. D'accord. D'accord, cool. Et je veux dire, pour être honnête, là, tu réalises qu'on est chez toi, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Je sais que c'est là, ouais, on va... Ok, on va le surveiller. Pour les joindre. D'accord. D'accord, je vous remercie. Très bien, merci. Messieurs, on ne sait pas comment les parents de Brandon ont réussi à le contacter, mais à la tombée de la nuit, il s'est rendu à la police. Je suis le détective York. Vous êtes là pour Brandon. Rachel. Rachel, Jerry, merci. Rachel, Jeremy, vous allez vous asseoir ici. Je vais les emmener là-bas et nous allons parler. Et puis, vous avez quelques questions?
Voulez-vous parler en privé? Je dois envoyer quelqu'un pour former un groupe. D'accord. Allons-y. Je reviens dans 1 minute, d'accord? Très bien. Si vous voulez bien vous asseoir, je reviens tout de suite vous voir, d'accord? Très bien, Brandon. Y a-t-il quelque chose dans tes poches que je dois savoir? Portefeuille et clé. Je vais vérifier ça rapidement. Autre chose? Non. D'accord, je vais tout fouiller rapidement, d'accord? Fais-moi une faveur, mets tes mains sur ce mur là-bas. Ça va là-haut? Vas-y, assieds-toi. Je vais les mettre juste ici sur la table, d'accord? On revient tout de suite. Brandon est retenu dans une salle d'interrogatoire. Mais va-t-il enfin parler d'Aaron? Avant de poser des questions, vous devez comprendre vos droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils avant qu'on ne vous pose des questions et de l'avoir avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat vous sera commis d'office avant tout interrogatoire si vous le souhaitez. Si vous décidez de répondre aux questions maintenant, sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit d'arrêter de répondre à tout moment jusqu'à ce que vous parliez à un avocat, d'accord? Ça, cette partie juste ici, c'est ce que vous allez signer en disant que vous comprenez vos droits. Je suis prêt à faire une déclaration et à répondre aux questions sans qu'un avocat soit présent pour le moment. Je comprends et je sais ce que je fais. Les déclarations ci-dessus concernant mes droits m'ont été lues. Aucune promesse ni menace ne m'a été faite et aucune pression de quelque nature que ce soit n'a été exercée contre moi. Je comprends mes droits. Je voudrais... Un avocat. Vous voudriez un avocat. Comme Brandon ne parle pas, peut-être que ses parents en savent plus. Eh bien, Brandon, nous l'avons ramené de l'université à la maison. L'année dernière, ou était-ce au début de cette année? Lorsqu'il faisait des crises d'angoisse, il avait des pensées suicidaires, il avait des visions. Nous l'avons ramené à la maison pour qu'il soit en sécurité. Je pense que je lui donne bien ses médicaments. Peu importe. Attends. Tu veux les appeler? Je suis désolé. Est-ce que quelqu'un va appeler ses parents? Oui. Brandon vient juste de les joindre. Vous étiez tous à la maison? Je ne pense pas. Non. Nous ne sommes pas en ville. Ouais, nous étions en Caroline du Sud. Et j'ai reçu un appel de Brandon ce matin, vers 9 ou 10 heures. Il a appelé la chaîne qui est ici. Et il demandait à propos de ce que le père a bu. Et puis il a dit qu'il buvait depuis midi hier. Et il voulait, il a dû se couper la main ou quelque chose comme ça, donc il voulait nettoyer, il voulait pas que papa découvre qu'il y avait du vomi sur la moquette à l'étage. Ouais. C'est tout ce qu'on a entendu. Puis 1 heure ou 2 passent. La mère de Maury nous appelle, ainsi que la mère d'Aaron Davis, Sarah, et elle lui demande. Elle nous dit que sa voiture a été retrouvée et qu'ils ne savent pas où est Aaron. Nous avons supposé ou ils ont rappelé Brandon immédiatement. Après Jennifer, il a dit tu sais où est Aaron, tu sais, des trucs comme ça. Quand as-tu découvert le vomi à l'étage, j'étais là, d'accord, je me demande pourquoi on ne l'a pas aidé à nettoyer s'il s'est saoulé et à vomi. Et il a dit, non, il a dit qu'il est allé se coucher vers 22h. Il est allé se coucher vers 22h. Donc quand il s'est levé vers 2h, il est monté et Aaron n'était pas là. Il a dit qu'il y avait du vomi. Il a dit qu'il s'était peut-être coupé le doigt ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis, je lui ai dit d'aller là où était la voiture et de commencer à le chercher. Depuis mon 4e. Et pendant ce temps, nous avons fait nos valises. Nous étions en vacances. Nous avons fait nos valises. Et j'avais un tel DAC ici pour essayer d'aider à chercher Aaron. Et donc, nous sommes arrivés vers, je suppose simplement,
C'était environ 30 minutes avant la tombée. Donc, on a probablement dit à Aaron que nous étions sur Ransom la Souris. Ransom la police. Sur notre chemin. Et on a droit à un grand final. Et il est là. Eh bien, je te le dis. Non. Le corps de Dieu est ici, putain. C'est tout ce qu'on va dire. Eh bien... Il vient de dire à Kyle qu'il voulait un avocat. Donc, à cause de ça, plus rien maintenant? Et donc, nous allons lui laisser le temps d'obtenir un avocat. Brandon Reisner est arrêté pour obstruction à la justice. Mais quelques jours plus tard, cette accusation sera aggravée après que les enquêteurs aient fait une découverte sur Tumlin Drive, qui se trouve apparemment à seulement quelques kilomètres de Heritage Park. La police a confirmé qu'il s'agissait du corps d'Aaron Davis. Brandon Reisner est inculpé du meurtre d'Aaron. Après une autopsie, les autorités révèlent qu'Aaron est mort après avoir reçu de multiples coups de couteau. Mais si Brandon est celui qui l'a fait, quelle pourrait bien être la raison qui l'aurait poussé à tuer un ami qu'il connaissait depuis le CM2? Nous ne le saurons peut-être jamais vraiment. Brandon n'a jamais été jugé au tribunal. En 2024, Brandon a plaidé coupable à une douzaine de chefs d'accusation, dont meurtre commis lors d'un autre crime, agression aggravée, coups et blessures aggravés, dissimulation de la mort d'autrui, abandon de cadavre, vol et bien d'autres encore. Passons maintenant à juillet 2024. Brandon a désormais une apparence totalement différente de celle qu'il avait lors de son arrestation, mais il comparaît dans une salle d'audience en Géorgie pour connaître son sort. Lors de l'audience sur la peine, nous avons entendu pour la toute première fois les détails horribles de la mort d'Aaron. Donc, un total de 40 coups de couteau, 6 à la tête, 4 au cou, 21 au torse, 2 au membre supérieur gauche et 7 au membre supérieur droit. Il y a également eu une tentative de démembrement au niveau de l'abdomen et autour d'un de ses bras et de l'épaule. Mais nous pensons que le démembrement a eu lieu après. J'ai quelques photos, pas beaucoup, juste pour montrer certaines de ces blessures, parce que je vais parler du niveau d'hémorragie associé à ces blessures. Voici l'avant et l'arrière d'Aaron. Les blessures ont été étiquetées par le médecin légiste avec un système de lettres. Et je voulais préciser qu'il y a des blessures importantes au niveau du cou, à la fois à l'avant et à l'arrière. Il y a aussi des blessures le long de ce côté. Celles-ci commencent par I et vont jusqu'à JKL. Je vous montrerai un autre angle de ces blessures plus tard. Mais je veux aussi souligner qu'il n'y a pas de blessure sur les mains d'Aaron. Aaron n'avait aucune blessure de défense. Aaron ne s'y attendait pas. Aaron ne s'est pas défendu. Ce n'était pas une rixe entre les deux ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'y a aucune marque de défense sur les mains. La plupart des couleurs ici sont roses. L'orange signifie une hémorragie minimale. Cela veut dire que le niveau d'hémorragie était moindre, très probablement parce que le cœur battait moins ou plus lentement. En d'autres termes, Aaron était en train de mourir à ce moment-là. Donc l'orange signifie qu'il était encore en vie, mais que son rythme cardiaque était plus faible et plus lent. Aucune couleur sur le graphique signifie qu'il n'y avait pas d'hémorragie. Cela ne signifie pas nécessairement post-mortem, mais cela veut dire que son cœur ne battait pas assez fort pour provoquer une hémorragie. La plupart des marques ici sont codées par couleur, et cela signifie qu'Aaron était en vie lorsque cela s'est produit. Et pour la majorité de ces blessures horribles, le cœur d'Aaron battait, il y avait une hémorragie et il était vivant. Et puis, le niveau suivant des blessures montre à nouveau l'hémorragie orange, ce qui signifie que son rythme cardiaque était plus lent, il était plus faible à ce moment-là. Je tiens à souligner que ces zones ombrées correspondent aux parties du démembrement que nous avons également vues sur les photos d'autopsie. Et encore une fois, on pense que cela s'est produit après la mort ou après le décès d'Aaron. De plus, lors de l'autopsie, une partie de l'intestin grêle manquait et on pense qu'elle a été retirée par cette zone de démembrement ici.
Contrairement aux blessures importantes qu'Aaron avait, ce sont les seules marques que l'accusé avait. Une éraflure ou une griffure ici sur son côté, et ensuite une coupure sur son auriculaire. Et il est peut-être un peu difficile de le voir à l'écran, mais il y a une sorte d'échymose sur les articulations de Aaron, sur les articulations de l'accusé. Je soutiens que ces blessures ont été subies par l'accusé lors de l'attaque. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une bagarre entre les deux. Ce n'est pas une situation où Aaron s'est défendu. L'accusé était le seul agresseur et la seule personne à faire preuve de violence lorsque cela s'est produit. Les procureurs avaient encore plus de preuves, comme les recherches troublantes que Brandon aurait effectuées sur le web. Donc, nous sommes le 11 novembre, un vendredi. À ce moment-là, Aaron est déjà mort. L'accusé a déjà tué Aaron. Et il recherche encore et encore des draps et des couvertures. Plus de 20 recherches pour des draps et des couvertures. Ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver un remplacement pour les draps et la couverture dans lesquels Aaron va finalement être enterré. Il essaie de trouver un nouvel ensemble pour que la chambre ait l'air inchangée et, encore une fois, pour dissimuler son crime. Voici la suite de ses recherches ce jour-là. Et je vais en souligner seulement quelques-unes. Détachant professionnel. Est-ce que Walmart vend du ruban adhésif toilé? Symptômes de la schizophrénie, acide chlorhydrique. Meilleur endroit isolé, comment vider une machine à laver, et d'autres recherches concernant les draps et la couverture. Et tout cela indique qu'il essaie de dissimuler son crime. Il cherche un détachant pour essayer d'enlever le sang de la moquette. Il finit par aller chez Walmart plus tard dans la journée, vers 18 h, et il achète du ruban adhésif toilé. Il utilise ce ruban adhésif toilé pour envelopper Aaron dans les couvertures dans lesquelles il sera finalement enterré. L'acide chlorhydrique est célèbre parce que Jeffrey Dahmer en a utilisé sur certaines de ses victimes. C'est une recherche que l'accusé a effectuée. Meilleur endroit isolé. Finalement, il a enterré Aaron dans un endroit isolé. Cela faisait donc partie de ses recherches sur ce qu'il devait faire du corps. À ce stade, il n'a pas encore enterré Aaron parce qu'il n'a pas le ruban adhésif toilé et qu'il n'a pas encore trouvé l'endroit. Je veux dire, comment vider une machine à laver? Nous savons, d'après les agents, que le lendemain, ils vont découvrir des draps ensanglantés dans la buanderie. Et donc, il est déjà inquiet parce qu'il a utilisé la machine à laver pour essayer de nettoyer ces choses. Aussi, entre ses recherches pour dissimuler son crime, il regarde aussi des vidéos de No Country for Old Men, qui est un film d'horreur qui se concentre sur un meurtrier, qui est le personnage principal, et ses crimes violents. Et alors qu'il sort, et l'une des vidéos que l'accusé regarde spécifiquement, est une scène où le meurtrier a été blessé et doit aller à la pharmacie. Alors il fait exploser une voiture pour créer une diversion et entrer dans la pharmacie. L'accusé a également été blessé à ce moment-là. Plus tard, il va chercher quoi faire pour sa coupure au doigt. Mais il est intéressant de noter qu'entre toutes ses recherches sur ce qu'il faut faire avec le corps de son meilleur ami, il regarde aussi des vidéos d'un film d'horreur sur un tueur violent. D'accord, et donc le samedi 12 novembre, il cherche toujours une équipe de nettoyage de tapis, ainsi que des services de remise en état après dégâts des eaux, et une entreprise appelée Chattanooga Blood Spill Cleanup, ainsi que comment nettoyer du sang sur un tapis. Donc, il y a le déversement de sang de Chattanooga, comment nettoyer du sang sur un tapis, le drainage de l'eau ici. Dans les jours qui ont précédé cela, il a aussi fait des recherches intéressantes sur Internet. L'une d'elles concernait le livre « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». C'est un livre célèbre, mais le principe, c'est que la personne va être condamnée pour un crime grave. Et donc, elle simule la folie pour aller dans un hôpital psychiatrique au lieu d'aller en prison. Quand je rentre à la maison, programme les 3 dernières chansons. C'est une référence à sa chaîne YouTube où il a effectivement publié de la musique. Il a écrit pas mal de chansons, les a interprétées et en a mis certaines sur une chaîne YouTube. Numéro 2, passer l'aspirateur. Numéro 3, faire la lessive. Numéro 4, prendre une douche dans ma propre douche. C'est important parce qu'Aaron a été démembré dans la douche des invités. Donc il se fait un rappel à lui-même de se doucher dans sa propre douche et non dans celle qu'il a utilisée pour tenter de démembrer le corps de son meilleur ami. Il dit aussi de prendre un bain.
Donc encore une fois, une préoccupation pour le nettoyage, peut-être pour essayer d'enlever des preuves qui pourraient encore être sur son corps. Et encore, passer l'aspirateur et faire la lessive. Cela est encore lié à sa tentative de dissimulation. Mais ensuite, il se fait aussi un rappel écrit pour se fabriquer un alibi par texto à sa belle-mère Rachel, en disant « Envoie un message à Rachel pour lui dire que Aaron a vomi horriblement. Je crois qu'il y avait un peu de sang dedans. Je me suis réveillée et il n'était plus là. » Donc il a en fait écrit noir sur blanc quelle serait sa version des faits dans cette liste de choses à faire après le meurtre. Et nous savons, grâce au relevé de son téléphone, qu'il a effectivement appelé Rachel le lendemain matin. Donc, il a bien suivi sa propre liste de choses à faire à ce niveau-là. Donc, la façon dont les notes sont organisées sur le téléphone, c'est que celles qui ont été modifiées le plus récemment apparaissent en premier. Donc, celle-ci se trouvait en fait au-dessus de la liste de choses à faire après le meurtre, ce qui signifie qu'elle avait été modifiée, consultée ou retravaillée après cela. Et comme nous savons que la liste de choses à faire après le meurtre avait été créée après le meurtre, celle-ci aussi a été créée après le meurtre. Cela semble être certaines de ses paroles pour une chanson. Et celles que je veux mettre en avant sont juste ici. Il a crié jusqu'à s'étouffer avec sa propre langue et son sang. Son cri est devenu un gargouillement alors qu'il avalait sa langue. Je crois que le prévenu décrit la mort d'Aaron. Son cri est devenu un gargouillement alors qu'il avalait sa propre langue. Si vous vous souvenez de sa liste de choses à faire, la toute première concernait sa musique. La musique était clairement très importante pour le prévenu. Et donc, celle-ci, c'était une chanson plus récente, mais il avait aussi certaines de ses anciennes chansons qu'il avait créées avant le meurtre. Et j'en ai sélectionné une ici. Elle s'intitule « Ce que tu fais ». Et je vais souligner ce que je pense être important ici. Peu importe ce que tu fais, va tuer quelqu'un, va aimer quelqu'un. Tu ne peux pas planifier l'avenir. Dieu l'a décidé pour toi. C'est normal de penser que je ne suis qu'un petit jouet. Et si cela reflète vraiment sa philosophie, alors c'est une philosophie dangereuse. C'est une philosophie qui fuit toute responsabilité. S'il n'y a pas de libre arbitre et que tout est prédestiné, alors il n'y a pas non plus de conséquences pour les actes. Et il n'y a aucune raison de faire preuve de retenue. Et donc, c'est une philosophie dangereuse. Et c'est aussi une philosophie qui ne montre aucun remords. Il n'y a pas de remords dans ce genre de philosophie parce que cela n'a aucune importance. Même après que toutes ces preuves ont été révélées au tribunal, la défense soutient toujours que Brandon devrait un jour obtenir une libération conditionnelle. La tragédie qui s'est produite cette nuit-là est irréparable. Je ne peux même pas imaginer ce que ressent la famille Davis en ce moment. Mais nous sommes ici, votre honneur, pour une sorte d'affaire, et c'est le prononcé de la peine. Chacune de leurs déclarations sur les conséquences du crime était très, très difficile à entendre. Mais je plaide au nom de Brandon. Je ne dis pas qu'il devrait être libéré plus tôt que les 30 ans. Je ne suggère rien qui ne soit pas complètement légal. Je plaide pour la clémence. Je plaide pour l'équité. Je plaide pour un gamin qui peut-être, s'il avait eu une meilleure thérapie ou un meilleur médecin il y a quelque temps, cela ne serait jamais arrivé. Brandon Reiser n'a rien dit au moment du prononcé de la peine, laissant le juge prononcer sa peine finale. J'espère que ces deux jeunes hommes ont été aimés tout au long de leur vie. Et je sais que vous ressentez tous une douleur immense, y compris la famille Reisner. Mais la douleur des frères. La famille d'Aaron souffre bien plus que cela. Avoir un jeune fils brutalement assassiné est inconcevable. J'espère que votre souvenir tendre et affectueux d'Aaron et que votre foi vous apporteront un certain réconfort, alors que votre vie continue.
Cela étant dit, j'ai examiné tous les faits et circonstances de cette affaire, ainsi que les arguments des avocats. Arguments. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la justice exige que M. Reisner soit condamné pour le premier chef d'accusation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'est ce que je vais faire. Et cela repose sur la préméditation, les circonstances du décès et les efforts pour dissimuler tous les actes. Brandon Reisner a été condamné à purger sa peine à perpétuité au sein de l'administration pénitentiaire de Géorgie. Brandon Reisner purge actuellement sa peine à la prison d'État de Macon, en Géorgie. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et je vous retrouve ici demain pour une nouvelle affaire.